les résidences étudiantes affichent souvent des rentabilités intéressantes, par exemple ici sur Le Bon Coin. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire en 2025 et en 2026? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux savoir si les investissements en résidences étudiantes sont une bonne affaire. Le problème, c'est que tu entends tout et son contraire sur les résidences étudiantes. Certains disent que c'est sûr car la demande restera forte, d'autres te disent que c'est un investissement risqué à cause des promoteurs immobiliers. Résultat, tu sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les vrais 3 arguments pour et les 3 arguments contre, avec mon avis tranché à la fin, pour que tu découvres enfin la vérité sur les résidences étudiantes. Et puis bon, vous commencez à me connaître, moi, contrairement à toutes les autres chaînes YouTube, chaque argument sera appuyé par des vrais chiffres et des vraies études scientifiques. Moi-même, forcément, j'ai étudié ce type d'investissement, puisqu'à 26 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers en moins de 3 ans qui me rapportent aujourd'hui un SMIC net par mois, alors que je partais d'absolument zéro. Je l'ai fait grâce à des techniques redoutables dans l'immobilier locatif de petites surfaces meublées, et j'ai été amené au cours de mon aventure d'investisseur à me poser toutes ces questions. Alors bon, est-ce que j'ai personnellement investi dans des résidences étudiantes aujourd'hui? C'est ce qu'on verra à la fin de la vidéo, mais c'est vraiment en comparant les pour et les contre que j'ai réussi à obtenir de tels résultats sur mon patrimoine. Alors déjà, on va commencer par les arguments pour. On va le faire dans l'ordre décroissant du numéro 3 au numéro 1. Donc le numéro 3, en point positif, c'est que depuis 2025, les loyers ne sont plus plafonnés. Ça veut dire quoi? Alors là, on parle pas du plafonnement des loyers, de l'encadrement des loyers dont tout le monde parle. Là, on parle du plafonnement des loyers des baux, des contrats de bail commerciaux. Parce que vous, quand vous achetez une résidence étudiante, vous la louez à une entreprise, donc il y a un bail commercial entre les deux, et c'est cette entreprise qui s'occupe de la louer à un étudiant. Sauf que vous la louez à une entreprise, donc c'est un bail commercial, donc il y a des lois sur les contrats baux commerciaux. Je vous mets cet article du ministère de l'économie qui expliquait qu'en fait, qu'avant 2024, si l'entreprise à laquelle vous louiez votre appartement, donc le gestionnaire, était une PME, vous n'aviez pas le droit de lui augmenter son loyer, donc lui, c'est pareil, il ne le répercutait pas sur les locataires. Donc la chaîne fait que vous gagnez moins d'argent. C'est terminé en 2025, donc c'est la bonne nouvelle. Déjà, vous pouvez gagner potentiellement plus d'argent. En numéro 2, c'est ce qui fait que tu peux passer d'un investissement moyennement rentable à très rentable. En fait, c'est l'aspect fiscalité. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le nouveau projet de loi finance 2025 fait que en fait, vous payez plus d'impôts à la revente si vous achetez puis revendez un bien qui est exploité en meublé. Donc c'est le cas des résidences étudiantes, parce qu'en fait, on réintègre la charge fictive fantôme qui nous était offerte. Ça s'appelait l'amortissement du bien. Je rentre pas ici dans les détails, mais la conclusion, c'était que tout le cadeau fiscal qu'on vous avait fait au cours des 10-20 ans d'exploitation de votre bien immobilier, puisque c'est une des rares niches fiscales françaises, qui s'appelle l'amortissement du bien, en LMNP, tout ce cadeau fiscal, finalement, vous le reprenez à la revente. Donc vous allez payer plus d'impôts de plus-value à la revente. C'est vraiment pour toutes les locations meublées, sauf les résidences de service, dont les résidences étudiantes. Ce qui fait qu'en fait, pour les résidences étudiantes, on a une meilleure fiscalité que les investissements classiques qui ne sont pas dans des résidences de service. Donc ça, c'est vraiment un gros point qui est marqué pour les résidences étudiantes. Pour la preuve, la source, je vous mets ce site qui explique le contenu de la nouvelle loi votée. Je crois que c'est un cabinet d'experts comptables, enfin j'ai aucun lien avec eux. Et on voit dans le point numéro 5 que la réintégration des amortissements, c'est-à-dire la réintégration du cadeau que l'État vous avait fait initialement, est exclue pour les biens situés dans des résidences accueillant des personnes de moins de 30 ans ou des résidences étudiantes. Donc ça, c'est un beau cadeau fiscal. C'est drôle d'ailleurs parce que je parlais avec un abonné Instagram à qui j'avais fait un plan d'action, un diagnostic gratuit sur sa situation. Et pour lui, tout son business plan reposait là-dessus, sur le fait que peut-être dans 20 ou 30 ans, il allait pouvoir revendre avec une plus-value plus faible que s'il avait acheté un appartement classique. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Je lui ai expliqué que la loi, elle change chaque année. Faut absolument pas faire un investissement pour dans 20 ou 30 ans. Faut faire un investissement pour 5-10 prochaines années, gagner un maximum d'argent en investissement locatif, donc tous les mois. Et la revente, malheureusement, on peut pas trop l'anticiper. Et le point numéro 1, c'est bien évidemment la demande. Oui, il y a de plus en plus d'étudiants en France, donc oui, il faut les loger de plus en plus. Comme source chiffrée, je peux vous mettre cette étude du ministère de l'enseignement qui explique que, effectivement, il y a plus 1,4% d'étudiants en 2025 par rapport à 2024. Et c'est même pareil pour les 10 dernières années, d'année en année. Ça, c'est une autre étude du ministère de l'enseignement, il y a de plus en plus d'étudiants et donc un vivier de plus en plus grand. Donc là encore un point gagné pour la demande locative et donc pour les résidences étudiantes. Tout ça c'était les pour et maintenant on va voir les contre. Pareil, on les voit du numéro 3 au numéro 1. Donc le numéro 3, c'est un point pour moi qui est assez important. C'est ce qui fait en réalité toute la différence quand tu voudras sortir dans X années. C'est la liquidité. Un bien qui est liquide, que ce soit une action, un appartement, une once d'or ou quoi que ce soit, c'est un acheteur qui trouve facilement un vendeur et un vendeur qui trouve facilement un acheteur. Bien, en réalité, le marché des résidences secondaires est beaucoup moins liquide que le marché classique. Tout simplement parce que vous fermez la porte à tous ceux qui veulent vraiment investir pour eux-mêmes, pour vivre dans l'appartement, ceux qui ont des projets de rénovation, de colocation, d'amélioration du DPE,
Bref, vous fermez la porte à tous les projets immobiliers pour ne garder que les rares personnes qui veulent uniquement investir en résidence étudiante. Le problème, c'est que qui dit marché moins liquide dit également prix de vente à la baisse, puisque en fait c'est l'offre et la demande. Si vous voulez vendre mais qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs, bah, vous devez baisser votre prix jusqu'à trouver un acheteur. Là, si vous allez vous promener sur Le Bon Coin ou Se Loger, vous allez voir de très belles offres du prix au mètre carré d'appartements en résidence étudiante. En réalité, c'est juste que personne ne veut les acheter, ou du moins beaucoup moins de personnes. Alors là, pour la source chiffrée, j'ai trouvé ce site. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, tous les sites, et même celui-ci, c'est des promoteurs immobiliers de résidences étudiantes. Donc ils vont pas se tirer une balle dans le pied à dire des mauvais chiffres. On voit que les prix de revente des biens en résidence étudiante, c'est entre 85 et 110% des prix d'achat pour des résidences d'une dizaine d'années. Donc la performance n'est pas dingue, voire en négatif pour une grosse partie des biens immobiliers. Eux, ils disent c'est même pour certains types de biens 80% du prix d'achat. Donc on n'arrive même pas à le revendre à 100%. Alors que c'est un promoteur immobilier qui nous dit ça. Autre manière très facile de vérifier, promenez-vous sur Le Bon Coin et sur Se Loger et vous allez voir que le prix au mètre carré des biens en résidence étudiante que vous trouvez est beaucoup plus bas que si c'était un appartement classique. Donc c'est bien la preuve que c'est plus difficile de les revendre. En point numéro 2, c'est les risques d'exploitation. C'est là que la promesse des loyers garantis peut se transformer en cauchemar. En fait, faut comprendre que nous, on loue notre bien à une entreprise. C'est-à-dire que si cette entreprise, elle est en redressement, en faillite, en procédure judiciaire, le juge peut nous forcer d'accepter un loyer à la baisse. C'est vraiment pied et poing lié à cette entreprise qui nous a fait signer un contrat. C'est difficile de s'en sortir. Également, au moment de la signature du contrat, en réalité, si vous lisez vraiment toutes les petites lignes, vous allez voir que le bail commercial que vous signez, qui va être exploité par l'entreprise, donne totalement avantage et raison à l'entreprise. Elle peut s'autoriser des reports de loyer, de renégocier plus tard le contrat, il y a des clauses asymétriques qui la favorisent elle plutôt que vous. En fait, vous êtes face à une armée d'avocats qui maîtrisent très bien leur domaine et qui sont pas forcément là pour votre bien. Dans une majorité des cas, ça se passe très bien, mais si vous faites partie des exceptions, des 5% des cas où ça va mal se passer, bah là, je vous assure que vous allez regretter votre investissement. C'est pareil là-dessus, c'est compliqué de trouver une source. Alors, j'en ai trouvé une source que je vais vous montrer dans un instant, mais des sources chiffrées appuyées par des études scientifiques, c'est compliqué d'en trouver parce que le marché il est inondé de propagande de promoteurs de résidences étudiantes, donc forcément on trouve pas de contenu comme ça sur internet. Mais néanmoins, ce que j'ai trouvé, c'est ce site-là. En fait, c'est un cabinet d'avocats spécialisé en procédure collective et on voit que le premier argument sur leur site, c'est de vous défendre, de vous assister en cas de problème suite à la défaillance de l'exploitant pour des résidences services ou des résidences étudiantes. Le fait que ce soit le premier argument sur leur site, c'est bien la preuve que ça arrive plus souvent que vous l'imaginez et qu'il faut vraiment réfléchir par deux fois à si vous voulez faire un investissement là-dedans. De toute façon, c'est comme tout, hein. Si vous voulez toujours déléguer, alors oui, ça va vous faire gagner du temps, vous n'allez pas chercher de locataires, vous n'allez pas faire les contrats, vous n'allez pas faire les états des lieux, etc. Mais cet organisme intermédiaire qui s'occupe de tout ça, il se prend une énorme commission et il est régi par un contrat. C'est comme tout, c'est comme si vous faites une conciergerie Airbnb, c'est comme si vous déléguez la recherche à un chasseur d'appartements. Il y a toujours une grosse commission, il y a toujours un gros contrat qui peut vous pénaliser. C'est pour ça que moi, pour les résidences étudiante, en tout cas la partie commission, je préfère ne pas la payer et que ce soit moi qui m'occupe de tout, des contrats, des visites, des états des lieux, etc. Ça me demande un peu plus de temps, mais c'est largement faisable, hein. Même avec un CDI, vous inquiétez pas, vous changez pas de locataire tous les jours, hein. C'est pas de la location courte durée. Donc c'est largement faisable, vous avez une meilleure rentabilité et surtout il n'y a pas un intermédiaire entre les deux qui est risqué, qui peut faire faillite, qui est protégé par la loi ou par des contrats. Tout est beaucoup plus simple. Vous commencez à comprendre, je crois, mon avis sur la question, mais on va y venir parce qu'on va venir au point numéro 1. Alors juste avant qu'on passe au point numéro 1, qui est le point le plus critique pour moi, je voulais te dire que si jamais tu veux investir en immobilier mais tu sais pas par où commencer, par quel bout aborder le sujet, sache que c'est totalement normal et j'ai eu plein d'abonnés Instagram et YouTube en appel qui étaient exactement dans le même cas que toi et je les ai aidés à faire un vrai plan d'action efficace adapté à leur situation et à leur volonté d'investissement grâce à un simple appel gratuit et sans engagement que j'ai fait avec eux et je peux te proposer de faire exactement la même chose. C'est totalement gratuit, ça n'engage rien, t'as rien à perdre, tu vas en ressortir avec un plan d'action personnalisé fait par un investisseur pour un investisseur. Donc si t'es intéressé, choisis vite un créneau en description parce que les créneaux partent très rapidement. Alors maintenant on passe au point numéro 1, je pense que vous vous y attendiez, c'est tout simplement le rendement. En général pour les résidences étudiantes, le rendement qui est promis par les promoteurs c'est entre 3 et 5%. Il faut savoir que la moyenne pour des investissements classiques immobiliers, c'est plus entre 4 et 6%. Moi-même, je promets du 8% à mes élèves. C'est pour vous dire à quel point quand on a une bonne méthode et des bons outils, on peut vraiment faire un investissement très rentable. Et on se prive justement de tout ce marché
de tous ces biens rares, rentables à trouver si on part dans une résidence étudiante. Alors que tout ce travail d'aller chercher un étudiant, d'aller le mettre dans votre appartement, de faire les contrats de location, etc., ça prend pas beaucoup de temps, vous pouvez le faire vous-même, croyez-moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. Bon alors là, la source chiffrée, c'est très simple, on va voir ça en direct. C'est simple, sur le bon coin, on va taper résidence étudiante rentabilité pour voir toutes les annonces. Alors là, par exemple, je clique sur la première, on voit rentabilité brute, ah, c'est même pas du net, là c'est du brut, 5%, c'est très mauvais. Ensuite la deuxième, 5,5%, c'est aussi du brut s'il n'y a pas marqué, c'est encore très mauvais. Celui-ci, 5,6%, c'est pareil, hein, si c'est pas indiqué, c'est que c'est du brut. Alors vous voyez, moi je parlais de net, c'est même pire que prévu, c'est du brut. Alors que pour moi et pour mes élèves, c'est du 8% net minimum qu'on vise. Vous pouvez regarder n'importe laquelle de mes vidéos, je vous montre tous mes chiffres et mes vrais contrats de location en direct avec mes locataires. Tout ça pour vous dire qu'un rendement en résidence étudiante est largement plus mauvais qu'un investissement classique dans un appartement immobilier où c'est vous qui vous occupez de tout. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux qui prend sa commission. C'est un peu la conclusion finalement de cette vidéo. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si tu veux absolument tout déléguer et t'occuper de rien du tout, oui, ça peut être un bon investissement. Si tu es prêt à ne passer ne serait-ce que 10 heures par an sur ton bien immobilier, quitte à gagner beaucoup plus, dans ce cas-là, les résidences étudiantes ne sont pas faites pour toi. Autant que ce soit toi qui trouves l'étudiant et que tu le mettes dans ton appartement. C'est faisable, c'est rapide, et puis au moins t'as la main et tu peux en faire ce que tu veux. Pas sur l'étudiant, sur le bien immobilier. Donc vraiment, si tu réfléchis à investir en résidence étudiante, compare toujours la fiscalité, la solidité de l'exploitant, si c'est un grand groupe ou pas, et le rendement réel net, donc le net après impôt, avant de signer. Également, abonne-toi, hein, parce que je partage plein d'astuces exclusives sur la rentabilité en immobilier. Tu peux regarder toutes mes autres vidéos. Je suis actuellement dans un challenge où je te partage une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. Ce qu'on a vu, ça va vraiment te permettre de comprendre si l'investissement en résidence étudiante est fait pour toi. Donc like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, et si jamais tu veux vraiment investir en immobilier, je peux te faire un plan d'action totalement gratuit pour toi. Le lien est dans la description. Pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et donc pour répondre à la question du début que tout le monde se pose, personnellement non, je n'ai pas investi en résidence étudiante pour les raisons évoquées, parce que je préfère gagner plus et que ce soit moi qui m'en occupe que l'inverse, tout simplement. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.